Deserbi. Le Deserbi Balls au-dessus de moi, qui veut dire couille et non pas ballon cette fois, parce que en effet, Roberto Deserbi s'est senti humilié après la défaite qui aurait été pour moins que ça. Hein. 3-0 à domicile face à Auxerre. À nouveau 3-0 à la pause comme face au Paris Saint-Germain où là il y avait des circonstances atténuantes, le carton rouge. Et il a dit donc Roberto Deserbi à Balerdi en entrant dans le vestiaire, tu manques de couilles avant de s'adresser à son groupe. Vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public, vous n'avez pas de couilles, vous avez manqué de couilles. Alors l'équipe qui sort ces informations, alors déjà ça montre qu'il y a un nombre de fuites dans ce vestiaire. Oui. Franchement, c'est hallucinant. Quand tu vois le nombre de fuites qu'il y a dans ce vestiaire, pour qu'on ait carrément ces détails-là, que Deserbi gueule après une défaite à chaud comme ça manque de couilles, de panache, de volonté, de plein de choses, c'est bien. Que lui fasse diversion en disant si je suis le problème, je vais partir. Oh mec, on n'en est pas là, on est à la 11e journée, vous êtes 3e du championnat. Moi, j'ai été un peu étonné, mais je me suis dit, tiens, il communique là-dessus parce que ça a fait la une de tous les médias dans la foulée. Et lui, ça évite de parler de ses choix tactiques, ça évite de parler de ses joueurs catastrophiques. Donc, à mon avis, Deserbi a utilisé ça sous une forme de protection de son groupe, de dire je vais partir si je suis le problème. Parce que quand on a les sources là, de l'équipe pour dire qu'il a été humilié, il a dit à ses joueurs, vous manquez de couilles, tu manques de couilles à Balerdi, il y a un moment, ça évite de trop rejaillir sur ses joueurs, cette défaite humiliante. Et au moins, c'est lui qui prend la face de cette défaite en disant s'il y a un problème, je pars. Parce que honnêtement, Balerdi-Brassier, la défense centrale, c'est la sienne. Ça faisait 3 ans que Balerdi jouait axe gauche. On le met capitaine axe droit. Je ne vais pas revenir sur mes propos classiques sur Balerdi où tout le monde désormais ouvre les yeux et d'accord. Oui, il est incapable d'avoir le brassard à l'Olympique de Marseille parce que c'est simple, il n'a pas l'étoffe de ce capitaine de l'OM. Il n'a pas les épaules pour ça. C'est un mec fébrile qui coûte des cartons rouges, qui coûte des buts, qui coûte des fautes inutiles, qui n'est juste qu'un bon joueur de complément pour un club comme l'OM. Donc, quand vous le mettez avec des joueurs en plus moins aguerris, moins forts que lui à ses côtés, c'est le Titanic derrière l'OM. Et tu ne peux pas avoir une équipe fiable dans ces conditions. En revanche, quand tu mettais Balerdi axe gauche avec plus fort que lui, Mbemba ou Saliba, admettons, bon, ça pouvait tourner. C'est toujours ça, le jeu de complémentarité. Là, aujourd'hui, tu as en fait ton taulier. Alors, Deserbi, il est arrivé, on a peut-être dit, on a déjà ton taulier, c'est Balerdi, c'est comme ça. Et donc, il est arrivé, il a pris le poste, on lui donne la direction sportive et les dirigeants lui donnent des joueurs et il s'appuie dessus. Et là, il est en train de voir, à mon avis, il a dû vite le voir à l'entraînement, le mec n'est pas fiable, donc tu manques de couilles. Je pense que, moi, ce qui me déçoit, en fait, dans cette sortie de fuite médiatique, c'est que cette phrase de Deserbi, dire à Balerdi, tu manques de couilles, en fait, il manque de tout, sauf peut-être de couilles. Pour le coup, voilà, il a envie d'y aller, il a des couilles, tu vois. Mais tout le reste, en effet, il est catastrophique. Relance ratée, toujours 3 touches de balle au lieu de 2. Quand il faut relancer à gauche, il relance à droite. Il tape dans le vent, il fait des fautes inutiles, il prend des rouges. Bref, on connaît la totale. Mais d'un autre côté, Deserbi qui vous dit je vais partir si c'est moi le problème. Mais le problème, c'est peut-être aussi d'avoir mis Brassier un coup à gauche, un coup sur le banc, un coup titulaire, un coup central gauche, un coup. Il n'y a aucune confiance qu'il a pu instaurer en lui. Et le mec s'est perdu. Et donc là, eh bien ouais, sur ce, je ne sais pas si c'était le projecteur comme au padel, c'est l'éclairage ou quoi, il s'est complètement troué contre Auxerre, Brassier. Et je pense que sans confiance, eh bien ça va être difficile de le sortir du trou, Brassier, parce que c'est pas le joueur le plus technique, vous le savez. Et donc, retrouver la confiance, quand elle a été à ce point transpercée, il va falloir mettre des coachs psychologiques, un coach mental au chevet de certains joueurs. Et en plus, ça marche, hein, il faut le faire. Mais il faut leur prendre confiance de, justement, on en parlait tout à l'heure dans l'émission, de comment se sortir de la pression, du stress, qui est une vue de l'esprit. Et là, Brassier, il est dedans. Il est dedans. C'est sûr qu'il est dans le trou. Ça, c'est clair. Contre Auxerre, PFC 47 nous dit, pour moi, c'est Brassier le problème. Tu regarderas bien le deuxième but. C'est Balerdi qui le donne à la jeunesse auxerroise. Et d'un décalage. Alors, où il prend 4 touches de balle de mémoire au lieu de 1 ou 2. Et pour ensuite aller chercher l'ailier droit, je crois Greenwood, au lieu d'aller chercher Lirola. Et il prend un risque délirant. Du coup, l'équipe est en train de monter, ils se font planter. Voilà.
erreur de Balerdi, grossière, honteuse, il est à l'ouest complet. Et donc, il y a des trucs où Balerdi arrive à passer entre les gouttes, mais non, s'il n'y a pas le deuxième but, en plus, comme face à Paris, c'est pas la même pour Auxerre. Hein. Là, ensuite, ils prennent leurs aises. Alors ensuite, il y a le très beau troisième but où, pour le coup, Lirola est dépassé dans un dribble, mais un défenseur qui se fait passer par un ailier une fois dans un match, ça arrive. Normalement, il y a du monde pour couper, il y a du monde pour défendre, il y a du monde pour compenser. Parce que le football, c'est ça qui est magique dans le football, c'est que le football, c'est compenser les erreurs de tes coéquipiers. C'est ça où dans la tête, il faut être fort. Mais donc, Deserbi, j'ai vraiment l'impression, pour résumer, que cette sortie médiatique du jeu part, c'est moi le problème, est faite surtout pour que Roberto Deserbi, en mode Olas, centralise l'attention médiatique et les supporters pendant plusieurs jours, au lieu que ce soit sur le jeu, les joueurs, les boulets qu'il y avait sur le terrain pour certains, et c'est des techniques classiques de communication et d'entraîneur. Voilà, c'est les amis. Jimmy le Seigneur qui nous dit ouais, le stopper fait la boulette, mais le libéro doit couper derrière. Oui, mais entre Balerdi et Brassi, on ne sait jamais qui est le stopper ou le libéro, hein, cher ami. On n'est plus là avec eux. C'est sauf qui peut. Hein, Je regarde vos messages, vos commentaires également dans la room, les passionnés. Quant à Mbemba et Meïté, je ne comprends pas. Tu as vu, j'ai eu le respect de ne même pas parler d'eux. Puisque, en effet, tu peux te dire que tu fais un match d'entraînement, Mbemba Meïté en défense centrale face à Balerdi Brassier, un mec qui ne connaît pas du tout la hiérarchie. Un mec qui ne connaît pas ce qui se passe à l'OM, il regarde le match comme ça, neutre. Un scout d'Afrique du Sud, il arrive, il regarde le match neutre. À ton avis, quelle est la charnière de défenseurs centraux titulaires 99 personnes qui regardent le foot sur 100 vont te dire Meïté Mbemba, bien sûr, c'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il faudrait surtout retirer le brassard à Balerdi, le filet à Hülberg, réintégrer Mbemba, Patoche, t'es dans le mille. Il faut des leaders dans cette équipe, mettre Rongier au milieu. Rongier au milieu, le retour de Ronchtou. Rongier au milieu, alors avec qui? Avec Højbjerg et Rabiot, et chacun sur son côté, milieu à 3, ce serait pas très poussé vers l'avant, hein, ce milieu-là. Tu penses encore que l'OM peut finir dans le top 4, me dit notre ami Emrou33. Emrou, regarde le classement. L'OM est actuellement 3e du classement, donc après 11 journées. Donc à quel moment ils sont complètement finis dans les choux, etc. C'est assez clair, net, précis, non donc l'OM a les cartes en main pour finir le top 4. Il joue un match par semaine maximum. Bon, on est sur une équipe qui a de quoi, normalement, oui, tenir un cap, où tu vois que Monaco a réussi à perdre à domicile contre Angers. Tu vois que Lille, avec ce parcours exceptionnel, surfe actuellement sur une confiance énorme, mais s'est fait rattraper par Lyon à domicile. Il ne gagne pas tout non plus. Donc, il y a des équipes comme ça, comme Lille, comme Nice, comme Lens, qui vont avoir des hauts, des bas. Marseille aussi, mais Marseille a eu des très bas, là. Tu perds à domicile face à Auxerre, désolé de le rappeler. Et tu es toujours 3e de Ligue 1. Donc pour moi, c'est plutôt très positif pour l'OM, au contraire. Tu as le droit à l'erreur. Hein. C'est quelque chose qui m'a tout de suite sauté aux yeux quand j'ai vu le classement après cette 11e journée. C'est voilà. Mais oui, tu peux vite descendre parce que tu as des équipes qui semblent mieux armées, meilleures. Mais aujourd'hui, l'OM est 3e. Donc, si tu prenais le potentiel de chaque équipe que tu en faisais le classement ne serait pas celui-ci. Donc, on n'en est pas là. Regarde Strasbourg, qui est un des plus beaux jeux de France, la plus belle énergie. Comme je l'ai dit depuis peut-être la 2e journée de championnat, attention, dès la 60e, c'est une équipe qui craque. Ce week-end, ils ont encore craqué en fin de match. Et ben, ils sont que 11e du championnat avec que 12 points. Pourtant, c'est pas mérité. Hein. C'est-à-dire, ils se donnent, ils donnent des belles choses, ils offrent du foot, quoi. Et donc, merci à eux, bravo à eux. Voilà, c'est Snowwolf qui nous dit on ne joue rien, des Herbie à une semaine pour préparer chaque match, on doit proposer autre chose avec tout ce temps. Je crois que c'est facile à dire, c'est facile à voir chez certaines équipes qui ont changé, mais quand on n'a pas les joueurs, tu n'as pas les joueurs. Honnêtement, il ne faut pas non plus croire que l'OM a que des cadors dans son effectif. C'est Benassia, c'est Longoria qui ont mis ça en place. Honnêtement, des Herbie, il n'a pas d'avant-centre. Il a 2 attaquants de soutien.
qui prennent un peu de profondeur. Il a un ailier droit, il n'en a pas deux. Ouais, alors oui, il a deux ailiers gauche. Bon, ok. Moi, je ne suis pas à dire que Deserbi a été super, super gâté. Maintenant, avec un match par semaine, tu as de quoi réussir. Mais pour l'instant, il est troisième, donc pour l'instant, il réussit. Mais comme le dit CC, le top 5, il est cohérent. Tu as jusqu'à Lyon, là, qui est revenu, ça y est, dans la danse. Il est cohérent, sauf que entre Lyon 5e et le 10e, c'est comme en première ligue, il y a 3 points d'écart. Donc d'un match à l'autre, tu passes de la 5e à la 10e place. Tu reprends 3 points, en fait, tu es troisième. Ça va très, très vite. Et alors, le D nous dit oui, mais vous oubliez qu'on a changé toute l'équipe à l'OM. Mais ça fait depuis 2021, tous les étés, que toute l'équipe change. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire. À un moment, c'est plus une excuse, puisque c'est un choix. C'est un choix de vie de la part du club. Donc, les choses sont un peu différentes. Encore une fois, on a fait des mauvais choix de joueurs. Après, ça arrive à toutes les équipes, ça oui, mais il y a des joueurs clés à prendre et il y a des postes clés, en effet. Le Racing a pourtant donné une leçon de qualité physique tout le match. Nous dit Blondin, le Racing Club Strasbourg, mais à la fin, ça craque. Après l'heure de jeu, Strasbourg, ça craque. Le recrutement est mauvais. Bon, pour moi, il y a quelques bonnes recrues, mais j'ai jamais dit que j'étais conquis. Non, tu te rappelleras des Dash Foot de la fin de Mercato, où j'attendais un latéral droit, j'attendais un avant-centre supplémentaire. Quand on me disait quelles sont les priorités de l'Olympique de Marseille, au 30 août, je disais il faut impérativement un défenseur central. On m'a regardé, c'est bon, il y en a 4. Ok, pas de problème. Puisque vous ne voulez pas faire jouer Mbemba, il faut impérativement un défenseur central. Ensuite, j'ai dit il faut impérativement un attaquant de surface. Il n'y a pas. Et ensuite, puisqu'il y avait déjà Højbjerg, encore, il n'y avait pas Rabiot. Et il y avait Højbjerg, je disais ça peut te faire une colonne. Et ensuite, en plus, un latéral droit. Bon, voilà, c'est. Thibaut, est-ce que tu es au courant que Benjamin Mendy doit arriver? Donc, je ne suis pas au courant de ça. Je sais juste qu'il a réglé ses problèmes, qu'il a joué une petite saison l'an dernier à Lorient en moyenne As et que ce serait un pari hautement, hautement élevé de le relancer à l'Olympique de Marseille cette saison. Voilà, ce serait très étonnant de voir un choix sportif de faire venir Benjamin Mendy à Marseille en janvier. Voilà, les amis. Au retour de la trêve, on a un super Lens-Marseille. En effet, Son Goku, ça va être très intéressant. Quand tu n'as pas de latéraux, comment tu veux gagner? Quand tu n'as pas d'avant-centre aussi, quand tu n'as pas de défense centrale, etc. etc. C'est une phrase qui peut avoir plein de dérivés, en effet. J'aurais bien aimé Facundo Medina à Marseille. Ouais, on en parlait dans le Dash Foot en mai et en juin, que ça aurait été la bonne pioche, la bonne idée. À la place, pour le même prix qu'un Facundo Medina, ils ont été chercher 2 défenseurs centraux, Brassier et Gaucher, et l'ami Cornelius, pour le plantage qu'on connaît. Donc, c'est des choix, encore une fois, d'agents, de réseaux, voilà, parce que Facundo Medina était très, très ouvert à ça. Mais ce n'est pas venu, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les amis?